Alors, on va encore vous passer un grand moment de cette chaîne de télévision publique, la chaîne de télévision d'État la plus regardée par les Russes, hein, qui a déjà promis des tas de choses, y compris des bombes atomiques sur Paris, bien évidemment. Mais il surpasse, voilà. Se surpasse. Mais se surpasse, voilà. Et là, vous allez voir qu'après, ils laissent quelques instants la France tranquille pour s'intéresser au cas britannique. Exactement, menace directement de ce journaliste sur cette chaîne d'État qui le dit, voilà pourquoi est-ce que finalement on ne gommerait pas la Grande-Bretagne de la carte grâce à un tsunami nucléaire, tout simplement. Écoutez son explication. Une autre option serait de plonger la Grande-Bretagne dans les profondeurs de la mer en utilisant notre sous-marin sans équipage Poséidon. Il s'approche de sa cible à 1 km de profondeur et à une vitesse de 200 km/h. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ce drone sous-marin. Son ogive a un rendement allant jusqu'à 10 mégatonnes. L'explosion de sa torpille thermonucléaire sur les côtes britanniques causerait un gigantesque tsunami de près de 500 mètres de haut. Un tel barrage seul comporte aussi d'énormes doses radioactives. Après avoir dépassé les îles britanniques, cela transformera ce qu'il reste d'eux en un désert radioactif inhabitable et inutilisable un long moment. Voilà, dans un instant, on sera avec une journaliste, Anne-Elisabeth Moutet, que vous connaissez bien, journaliste au Daily Telegraph. On lui demandera ce que pensent les Britanniques de cette initiative de mettre les bouchées doubles. Mais un mot là-dessus, Didier François. On est déjà surpris par le calme, quand même, le calme avec lequel ce journaliste dit toutes ces horreurs, en fait. On est chez les dingues. C'est vraiment, faut arrêter. Ça devient tellement ridicule en termes de propagande. Mais le problème, c'est que les pauvres Est-ce que c'est Poutine qui téléguide tout ça? Il laisse faire. De toute manière, personne. On ne passe pas une demi-seconde que la première chaîne de télévision russe a une autonomie. C'est pas des journalistes comme nous. Honnêtement, ils sont. On le voit bien depuis le départ. Il n'y a pas de liberté de la presse. Nous, on a le droit de s'engueuler sur le plateau. Ouais. On le montre bien. On n'est pas toujours d'accord. Là, honnêtement, on voit bien que c'est la guerre informationnelle telle qu'elle a d'ailleurs été conçue par le général Gerasimov, qui en a été le créateur. On voit bien que l'idée à chaque fois, c'est de frapper les opinions publiques pour les soumettre. Sergueï Girnov, vous qui avez, avant de venir en France, vous avez été agent du KGB et vous avez piloté une émission de télévision hebdomadaire en français sur la télévision russe à l'époque de l'Union soviétique. Vous connaissez ces studios où se passe ce genre de choses. Il y a quand même des gens, en ce moment même, qui sont en train de faire des animations graphiques qu'ils vont montrer à des dizaines de millions de téléspectateurs russes, où l'on voit des torpilles qui arrivent et qui créent des tsunamis, qui balayent complètement la Grande-Bretagne. Voilà. Et c'est leur travail de tous les jours sur une chaîne d'information majeure en Russie. Oui, parce que la télévision est considérée par la Russie comme une arme de destruction massive. Donc en fait, avant d'arriver... Des cerveaux. En fait, avant d'arriver au nucléaire, ils détruisent les cerveaux, des millions de cerveaux depuis 20 ans. C'était déjà le cas de l'Union soviétique. Enfin, moi, personnellement, je ne détruisais personne. Moi, je travaillais sur un programme sur la langue française et sur la culture française. Donc, on était plutôt dans l'amitié franco-russe et dans les traditions. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir... Vous n'allez pas nous faire passer le KGB pour un club de philatélistes. N'essayez même pas. Pour moi, c'était la couverture. Hein, donc, la couverture était parfaite. C'est un mur le disant. Et donc, depuis l'arrivée de Poutine, lui, il a compris, en fait, c'est Lénine. Lénine disait déjà que à l'époque de Lénine, c'était le cinéma et la radio. Et à l'époque de Poutine, c'est la télévision, parce que tous les gens regardent la télévision. Les gens regardent la télévision, ils mangent, ils boivent leur vodka, ils mangent leur saucisson, et le cerveau, il disparaît. Petit à petit, le cerveau disparaît, et ils adorent, les derniers temps, à construire les dessins animés. Bien évidemment, en fait, la plupart du temps, pour vous rassurer un peu, c'est que la plupart des armes que Poutine représente dans ces dessins animés n'existent pas. Ou existent en prototype. Donc cette hypothèse-là, elle n'est pas tellement crédible. Donc, personne ne l'a jamais vu. Bon, après, il a lancé le truc en 2018. En 4 ans,
déjà son ministre de l'espace, Rogozin, un néo-nazi qui est dans son gouvernement, lui a promis d'aller sur Mars, sur Pluton, etc. Et ils ont coupé déjà tous les programmes en moitié. Et là, ce programme-là, on ne sait, personne ne sait à quel stade. Mais sur le papier, c'est extrêmement dangereux et ça leur permet de faire des dessins animés. Alors peut-être une réaction d'Anne-Elisabeth Moutet qui nous attend depuis un moment. Vous êtes journaliste, éditorialiste au Daily Telegraph. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que la Grande-Bretagne met les bouchées doubles depuis quelques jours et passe vraiment à l'offensive. Vous avez peut-être entendu la réaction des Russes qui n'apprécient pas que la Grande-Bretagne s'implique autant. Est-ce que ça fait peur à l'opinion publique britannique ? Alors, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fasse peur à l'opinion publique. Et surtout, je suis à peu près certaine, parce que j'ai parlé à des gens cet après-midi, que ça ne fait pas vraiment peur à Londres dans les milieux de la défense et du renseignement. D'autres menaces sont prises au sérieux. La capacité, en particulier, de Vladimir Poutine d'envoyer un missile nucléaire de petite portée sur l'Ukraine, ça c'est quelque chose qui est éventuellement possible, à condition évidemment que les 4 personnes qui sont entre lui et le bouton rouge soient d'accord avec lui en se disant que ce qui va leur arriver par la suite risque d'être terrifiant. Mais le coup du tsunami nucléaire, c'est plutôt pris comme l'espèce de monde parallèle dans lequel depuis un certain temps vit Poutine et puis les gens qui sont obligés de lui obéir parce qu'il y a un seul chef et c'est lui. On a quand même l'impression que la Grande-Bretagne, soudainement, s'est dit, bon, il faut qu'on y aille aussi. Il y a eu les États-Unis qui ont finalement franchi la ligne rouge d'envoyer des armes très lourdes. La Grande-Bretagne a un peu traîné et ça fait quelques jours qu'on sent vraiment que ça y est, il passe à l'attaque, en fait. Écoutez, je ne vais pas dire que la Grande-Bretagne a traîné, parce qu'en réalité, quand les Ukrainiens ont été attaqués par la Russie dans le Donbass, ils ont été attaqués à un moment où leur armée n'était absolument pas en état de réagir. Leur armée était équipée d'équipements qui, dans l'essentiel, dataient de la période soviétique, et ils se sont fait avoir complètement, et les Russes sont rentrés dans le Donbass et ont annexé la Crimée. Les Ukrainiens se sont immédiatement rendus compte qu'il fallait qu'ils reconstruisent entièrement leur armée, et ils s'y sont mis, et les gens qui les ont aidés, ce sont les Britanniques. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont introduit la conscription, mais il a fallu entraîner les gens. Il y a eu des instructeurs britanniques et des forces spéciales britanniques. Ils ont acheté de l'équipement à tout le monde, y compris à la Grande-Bretagne, d'ailleurs à la France aussi. Et ils ont reconstruit une armée qui était une armée dont nous voyons maintenant le résultat sur le terrain, qui est une armée qui applique un certain nombre de doctrines de l'OTAN et que dans une certaine mesure les a testées, qui était celle de la guerre de défense sans énormes armes blindées. Et ça, on voit bien ce que ça s'est passé. Il faut se rendre compte que parmi les nouveaux principes de la reconstruction de l'armée ukrainienne depuis 8 ans, il y a eu de faire passer à tout le monde, les réservistes comme les conscrits et les membres de l'armée régulière, plusieurs mois à se battre sur le front du Donbass, ce qui veut dire que il y a à peu près 300 000 personnes en Ukraine, qui ont l'habitude de se battre avec les Russes parce qu'ils ont vécu ça pendant plusieurs mois chacun. Que ce soit des réservistes. Et ils ont animé leurs réservistes exactement comme les Israéliens ou les Suisses animent leurs réservistes. En tout cas, il y a un truc qui est très clair pour les Européens que nous sommes, c'est que désormais, ce Royaume-Uni qui a repris quelques libertés vis-à-vis de l'Europe, c'est davantage aligné, on va dire, sur un profil culturel en matière de guerre contre l'Ukraine, plutôt américain anglo-saxon qu'européen. Hein. On voit bien que Johnson a su... On retrouve... Vous n'êtes pas d'accord, vous? La sujette britannique n'est pas d'accord. Vous trouvez que Johnson est très européen sur cette affaire? Non, il est très américain. Il est très américain. Laissez-moi vous expliquer la situation. D'abord, d'autres pays européens ont aussi pris une attitude très offensive vis-à-vis de l'Ukraine. Je pense à tous les pays d'Europe de l'Est. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que le Royaume-Uni soit dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Même si le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne, je pense qu'elle aurait pris la même position vis-à-vis de la Russie. Il y a beaucoup d'explications à cela. La première explication, c'est que le Royaume-Uni, avec les États-Unis, ont signé le mémorandum de Budapest en 1994, dans lequel ils s'engagent à venir secourir l'Ukraine si son intégrité territoriale est atteinte. Depuis 2014, les Ukrainiens disent à quoi ça nous a servi de signer ce papier, parce que vous ne le respectez pas, les Russes ne le respectent pas, vous ne le respectez pas non plus, vous êtes en train de nous laisser crever, oui. Enfin, vous avez notre sécurité territoriale a été atteinte et vous ne faites rien. Donc il y a ce facteur-là. Deuxième facteur. Moi, je vous dis tout de suite, Samantha, je ne veux plus entendre parler de vous ne faites rien. Là, c'est plus possible de dire
de dire vous ne faites rien. Non, mais je sais, je vous accuse pas vous. Mais c'est plus possible dans cette émission de dire les Européens, les Américains, laissez-moi il y a plusieurs raisons. Ensuite, le gouvernement de Boris Johnson est accusé depuis des mois et des mois de vivre grâce à ce qu'on appelle Londongrad, tout l'argent sale russe qui est passé par Londres. Et finalement, la pression de l'opinion publique contre le fait que Londres est le centre de blanchiment de l'argent russe. Les oligarques qui vivent à Londres. Mais pas que les oligarques, de tout un tas d'autres argent russe, que le Parti conservateur a été financé par de l'argent russe, que deux meurtres sur sol britannique ont été commis, un utilisant une arme radiologique, le polonium, en 2006, quand Litvinenko, l'ancien espion, a été assassiné, et en 2018, quand un ancien espion a été assassiné avec une arme chimique, le Novichok. L'opinion publique britannique a dit « on en a marre, nous nous sommes attaqués par les Russes depuis des années ». Maintenant, il faut riposter. Donc, il y a vraiment un tas de facteurs. Et le dernier facteur, et ça, je vais peut-être me moquer un petit peu de Boris Johnson, mais il se prend un peu pour Churchill. Et il a aussi il est biographe de Churchill. Il a aussi en tête... Moi, je l'ai lu. Il a fait une très bonne biographie de Churchill. Il a fait un discours magnifique. Et il y a un espèce de traumatisme en Angleterre. C'est le traumatisme de 1938. Quand Chamberlain est allé voir... Hitler, Chamberlain. À la française, s'il vous plaît. Chamberlain est allé voir Hitler à Munich, a signé un accord de paix, donnant les Sudètes à l'Allemagne, et en disant « nous avons maintenant la paix en Europe ». Et qu'est-ce qui s'est passé un an après? Hitler a envahi la Pologne. Alors, certains historiens... On a le même avec Daladier, nous, je vous rassure. On a le même traumatisme avec Daladier. Daladier qui arrive au Bourget et qui est applaudi par la foule alors qu'il pensait qu'il serait... Et plus chez les Britanniques. Plus chez les Britanniques. Ils sont plus offensifs. Et Churchill qui a ensuite dit cette fameuse phrase... Vous avez choisi le déshonneur à la place de la guerre, vous avez eu les deux. Donc ça, c'est une phrase qui hante un petit peu l'âme britannique. L'âme britannique, donc, qui ne veulent plus commettre cette erreur. Et d'ailleurs, il a fait son mea culpa aussi aujourd'hui, Boris Johnson. Il le dit, on a mis trop de temps à réagir depuis 2014. Un mea culpa collectif, Il accuse les autres. Et nous, qui sommes vos amis, nous voulons être très humbles par rapport à ce qui s'est passé en 2014, parce que l'Ukraine a été envahie pour la première fois et la Crimée a été prise. Et la guerre dans le Donbass a commencé en 2014. Et la vérité, c'est que nous avons mis trop de temps pour comprendre ce qui s'est passé véritablement. Et nous avons échoué à mettre en place les sanctions nécessaires à l'époque à l'encontre de Vladimir Poutine. Et nous ne pouvons pas faire la même erreur aujourd'hui. Voilà, on a mis trop de temps à réagir. On n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir qui était vraiment Vladimir Poutine. D'ailleurs, il dit aussi, vous avez, vous les Ukrainiens, exposé la folie de Poutine. C'est vrai, et d'ailleurs, beaucoup de gens ne voulaient pas croire que Vladimir Poutine puisse intervenir et envahir l'Ukraine. Quand on fait la comparaison Poutine-Hitler, moi, je dois dire que ça m'a toujours paru grotesque. Mais en même temps, quand on voit la télévision russe sous-entendre que la Russie pourrait vitrifier le Royaume-Uni, balancer une bombe atomique sur Paris, je me demande quand même si ce n'est pas un moyen d'habituer l'opinion russe à une internationalisation du conflit. Et là, pour le coup, on se rapprocherait... Je vais tout doucement, parce qu'il n'y a rien de pire que l'anachronisme. En général, c'est comme ça qu'on fait des grosses erreurs d'analyse. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'internationalisation de ce conflit dans les esprits qui fait que peut-être que Poutine veut davantage, et c'est ce que pensent un certain nombre de gens, dont Samantha, qui nous le répète sur ce plateau depuis des mois, en tout cas des semaines, veut davantage que l'Ukraine. Et là, pour le coup, ce serait très, très inquiétant pour nous. En tout cas, il y a une première phase de la guerre où nous avons tous, les Occidentaux, été très prudents. On lui donne que des armes défensives. Il y a une deuxième phase où des pays sont beaucoup plus offensifs, y compris les plus prudents des pays européens sont beaucoup plus offensifs. On voit vraiment ces tonnes d'armes. C'est très surprenant quand on regarde l'Allemagne, pays par pays les armes. On regardait ensemble avec Renaud hier après-midi les canons qui arrivent d'Australie. Enfin, tous les pays aujourd'hui fournissent en matériel de très haut niveau et très lourd l'armée ukrainienne avec une logistique qu'on n'a pas vu quasiment depuis mais moi, je continue à penser que
peut-être que cette voie-là n'est pas la meilleure. Peut-être qu'un jour, nous dirons, finalement, la voie de la France, qui était une voie d'intermédiation entre des armes, certes, mais aussi une relative prudence sur le plan diplomatique, avec un échange permanent avec la Russie dans l'espoir de reconnecter Zelensky et Poutine, peut-être que nous dirons finalement c'était la meilleure solution car les anglo-saxons ont été un peu lourdingues avec leurs milliards et leurs milliards d'armes. Je ne sais pas, je me trompe, je dis peut-être une énorme ânerie, mais on ne sait pas. Que ça, parce que par ailleurs, le fait de garder à terme ouvert un canal de négociation est important parce qu'il va falloir reconstruire une architecture de sécurité en Europe. Et nous sommes européens, donc la Russie restera là où elle est. Personne ne va la bouger de place. On ne sait pas si ça sera Poutine ou autre chose, mais il va bien falloir vivre avec ces gens qui ont envahi un pays voisin et qui seront là avec 120 millions de personnes, etc. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la tête. Et donc on ne peut pas laisser un conflit ouvert ou larvé ou gelé sur le territoire européen. Aujourd'hui, pour empêcher ça, puisqu'il n'y a pas de négociation, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas envoyer des armes. Le seul moyen aujourd'hui d'arrêter... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition là-dessus, sur l'envoi des armes. Le seul problème après, c'est qu'effectivement, il y a certains pays qui peuvent se dire « Bon, bah, c'est pas grave s'il y a un conflit gelé ouvert en Europe, parce que c'est un terrain comme un autre. Et les Américains, on sait qu'à terme, leur problème, c'est la Chine. Nous, à terme, notre problème, il est celui-là. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, tout le monde envoie des armes pour une raison simple, c'est que le seul moyen d'arrêter l'armée de Poutine, c'est d'armer les Ukrainiens. Ce qui est dangereux, c'est peut-être moins d'envoyer des armes que de ne pas savoir ce qu'on veut faire de cette action. Parce que bien sûr que tout le monde veut d'abord arrêter les Russes. Bien sûr que tout le monde veut essayer de les faire reculer. Mais après, c'est quoi l'objectif ? L'objectif raisonnable, c'est de revenir à la situation d'avant le 26 février, c'est-à-dire accepter que la Russie ait de facto annexé les républiques du Donbass, ou est-ce que c'est que l'Ukraine retrouve tout son territoire ? Peut-être y compris la Crimée. Ça, c'est le budget américain, c'est ça le problème. Le pire, c'est que les Américains vont plus loin. Le pire, c'est que, juste pour terminer, le pire, c'est que les Américains vont plus loin parce que le secrétaire à la Défense américain, Austin, a dit « Notre objectif, c'est d'éviter que Poutine puisse faire ailleurs ce qu'il a fait en Ukraine. » Ce qui sous-entend le neutraliser. Oui. Et ça, pour le coup... Mais vous imaginez... Les amis, moi, je suis désolé, mais ici même, il y a 3 jours, le célèbre et mythique et légendaire Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de la gauche, on va dire, pour faire simple, qui est quand même une sommité, on est d'accord, sur le plan de la diplomatie, c'est quelqu'un qu'on écoute et qu'on entend. Hubert Védrine a dit, en gros, je ne le cite pas mot pour mot, mais que les anglo-saxons et les Américains nous amenaient vers une situation de belligérance claire, de plus en plus claire, et que les choses sont... Voilà. Et il disait, il ne portait pas de jugement, il disait, il serait peut-être temps qu'on réalise nous-mêmes que nous sommes en train de devenir des belligérants. Vous l'avez, le petit son de Poutine ? On s'écoute, pas Poutine, mon Dieu, Védrine. Mais la question est plutôt celle des intentions. Je crois que dans cette phase qui est vraiment dangereuse, où on est en train de cheminer vers la co-belligérance, même si dans les déclarations, ils disent que ce n'est pas la co-belligérance, que ça peut être présenté comme ça peut servir de prétexte russe. Il faut que ça ne peut pas être laissé à l'unique initiative des Américains. Des Américains et d'une équipe dirigeante américaine avec un président Biden qui est poussé par un parti républicain dont aucun ne demande l'entrée en guerre des Américains. On va parler dans un instant. Il faut avoir tout ça en tête. Non, mais la France, c'est une histoire. On parle de Churchill depuis tout à l'heure, voilà, le super résistant, le plus grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, indéniablement. Bien avant De Gaulle. Moi, je dis que Churchill est le grand résistant. Oui. Voilà. D'ailleurs, les îles britanniques restent le seul territoire qui n'est pas maculé par l'empreinte du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre. Mais De Gaulle, puisque vous en parlez, nous avons une histoire. La première visite qu'il fait en 1944 pour se substituer à la bipolarité mondiale, c'est à la Russie. En 1944, le premier déplacement du général de Gaulle, alors que la guerre n'est même pas finie, il va voir Staline et il va à Moscou. Parce qu'il maintient un dialogue très fort, l'indépendance de la France. Un mot, là, pardon. Déjà, pour chasser les fascistes de territoire russe. Le sujet n'était pas qu'à l'époque, les Américains avaient prévu l'AMGOT, qui était une administration qui faisait que la France aurait été occupée. C'est ça le problème. Un mot. L'indépendance de la France est très important. La France n'a jamais été soumise aux autorités américaines et au plan américain. Et je crois qu'on est à un moment quand même là, Hubert Védrine, qui est en général en dessous de toute émotion. Quand Hubert Védrine dit que la situation est préoccupante,
c'est qu'elle est préoccupante. En général, c'est le sang-froid. Pardon. Renaud, allez-y. Hubert Védrine, c'est le sang-froid de chez sang-froid. Donc quand il dit que c'est préoccupant, je crois qu'on est à un moment où il va falloir qu'on redéfinisse entre occidentaux, les Américains et Britanniques d'un côté, les Allemands, la France, les buts de guerre. Je suis d'accord, les buts de guerre. Est-ce que c'est faire gagner l'Ukraine et que l'Ukraine décide de retrouver sa souveraineté ou sans le Donbass, c'est à eux de voir et on les aide? Ou alors, est-ce que c'est d'affaiblir la Russie? Si c'est d'affaiblir l'armée russe, il faut le dire, il faut voir si les Européens, jusqu'à quand ils sont d'accord, parce qu'on ne peut pas avoir comme ça un débat où, en gros, dès qu'on n'est pas à fond derrière Biden, on passe pour des pro-Poutine. C'est pas possible. On a le droit d'avoir un débat. Et on a le droit d'avoir un débat. Ah là, je suis désolé, on a le droit d'avoir un débat. Justement. Et c'est pas parce qu'on pose la question qu'on doit être accusé, lorsqu'on pose cette question-là, d'être pas... Justement.